Bonjour à tous. Nous allons faire une session webinaire aujourd'hui sur les architectures Big Data et en particulier comment migrer des architectures Big Data existantes sur vos environnements on-premise sur vos data centers vers le cloud AWS. Je m'appelle Nicolas Durier, je suis Solution Architect chez Amazon Web Services et j'animerai cette session. L'agenda de la journée est construit autour de 3 points principaux. Comment prendre en compte les architectures Big Data existantes et les découpler, les déconstruire pour les préparer à migrer sur le cloud. Identifier les challenges du on-premise versus le cloud AWS et migrer vos infrastructures vers Amazon MR, Amazon S3 et les autres services d'analytics d'Amazon Web Services. Commençons par décrire du coup les architectures on-premise, les architectures existantes qu'on trouve chez les data centers de nos clients sur le périmètre Big Data. La plupart de nos clients qui font déjà tourner des clusters Hadoop sur leurs environnements ont typiquement des clusters de machines de type 1U, donc plutôt des petites machines, des machines de commodité, disons, avec couramment 12 cœurs, 32 ou 64 gigaoctets de RAM et 6 à 8 Tera de disque dur. Ce sont des machines assez classiques qui coûtent chacune entre 3 000 et 5 000 $. En plus de ça, on trouve des équipements réseau au niveau des racks et entre ces racks pour constituer le cluster. Et on va couramment installer une distribution soit open source, soit commerciale d'Hadoop pour faire tourner le cluster Big Data. On va voir sur ces nœuds différents rôles, des nœuds d'exécution, des nœuds qui vont conserver du stockage. Et la plupart de ces nœuds vont porter du stockage HDFS avec les disques locaux et couramment avec une réplication d'un facteur 3 pour assurer la résilience en cas de perte de stockage. Les types d'applicatifs qu'on tourne sur ce cluster sont assez variés, mais on retrouve bien sûr des tâches ETL, donc ETL pour extract, transform, load, pour transformer la donnée, des requêtes en mode interactif pour les data scientists par exemple, ou pour les outils de data visualisation, du machine learning, de la data science, avec notamment des Jupyter Notebooks potentiellement, des bases de données NoSQL, typiquement HBase, du processing de stream avec Spark Streaming par exemple, des moteurs d'indexation ou des data warehouse. On voit souvent sur ces clusters on-premise différents types d'activités s'exécuter et on a essayé de représenter un cas classique qu'on voit chez nos clients qui ont un cluster existant. Ça commence souvent le matin par une tâche d'import de données massif, par exemple d'un CRM ou d'une source ERP, et la construction de reporting ad hoc sur la base de ces données. Ensuite, on va souvent trouver des tâches d'analytics régulières, par exemple du micro-batch ou des sources de données tierces qui viendraient régulièrement, ou des activités liées à la construction de visualisation ou de dashboarding. On va aussi trouver potentiellement des activités en temps réel ou en pseudo-temps réel, avec du streaming de clics, par exemple depuis une application mobile ou un site web. Et on va avoir des tâches aussi potentiellement intenses de training de modèles de machine learning lancés par des data scientists. Enfin, on peut aussi avoir une base de données de type NoSQL, souvent HBase, qui va stocker en référentiel des données, par exemple des données de scoring sur les différents utilisateurs, pour alimenter des applications tierces. La difficulté lorsqu'on regarde ce profil, c'est qu'on a des périodes, notamment sur la gauche en matinée, où on est classiquement en surutilisation. Donc par exemple de l'heure 3 à l'heure 5, on voit que l'ensemble des tâches sont lancées en parallèle et on a potentiellement des points de friction entre les différents utilisateurs, en particulier les utilisateurs qui sont data scientists en mode interactif. Et d'autres moments de la journée, ou inversement, entre 12 et 21 heures, ou en particulier entre 13 et 15 heures, ou 17 et 19 heures, on a directement un trop d'usage, et quelque part un cluster qui est en surcapacité, qui est potentiellement surcoûteux ou sous-utilisé par rapport à son design initial. Dans ce monde on-premise, on a un rôle clé qui est le rôle de l'administrateur Big Data, ou du data engineer qui est en charge de maintenir le cluster. Il y a différentes tâches à accomplir. Donc, manager le cluster, c'est PAN, remplacement de hardware, remplacement de services, extension, capacity planning. La gestion de configuration, comment maintenir les différents frameworks à jour par rapport à leur patching, par rapport aux demandes des différents utilisateurs, avec potentiellement des conflits entre différentes demandes et différents scripts existants. Le fait de tuner le hardware ou les jobs pour les rendre plus efficients ou les reprogrammer pour justement ne pas rentrer dans ce phénomène de chauffe qu'on a vu précédemment. Aussi gérer des environnements tierces, des environnements de développement, des environnements de test qu'on va essayer de maintenir up-to-date par rapport à l'environnement de production. Et bien sûr, sauvegarder la donnée, on parle quand même des stacks Big Data, sauvegarder la donnée et préparer un disaster recovery si cela est nécessaire. Par rapport à cette situation initiale,
on a un certain nombre de challenges qui apparaissent du coup chez nos clients qui font tourner des stacks Big Data sur leurs environnements on-premise. D'abord, c'est, bien sûr, on l'a déjà évoqué, la surutilisation d'un côté et la sous-utilisation de l'autre. Le fait d'avoir le compute, donc les capacités de calcul et le stockage qui sont fortement couplés sur les mêmes machines, fait qu'on a, pour l'un ou pour l'autre, besoin d'être en surcapacité ou qu'inversement, on va être en limite de capacité à certains moments. Ça signifie que même si on investit des fois sur des clusters de taille extrêmement importante, on essaie d'approcher les besoins au pic sur l'usage, on peut arriver à des coûts extrêmement élevés pour une perception notamment des data scientists qui est assez défavorable. On a aussi après un certain nombre de problématiques de management du système. Manager les différents frameworks, les maintenir à jour, leur disponibilité n'est pas une tâche facile. Maintenir le stockage et se préparer au disaster recovery est aussi une vraie complexité. De nombreux clients viennent nous consulter lorsqu'il s'agit de faire monter la première version sur HDFS avec un risque de perte de données qui serait un réel désastre pour leurs équipes. Ajouter un nouveau framework, monter une version de Spark devient aussi une grosse complexité parce qu'on a besoin de tirer en fait potentiellement un nombre de jobs, d'activités extrêmement important à sa montée de version. Gérer des multiples environnements est aussi extrêmement complexe, puisqu'on constate chez ces clients qu'une dette technique souvent s'accumule et qu'ils finissent par s'avouer que l'environnement de test n'est plus très représentatif de la production, puisque différents tests qui ont été effectués ont créé de la dette technique dessus, et que le vrai test, finalement, c'est d'aller tester en production à une période de faible charge avant de déployer un nouveau service ou une nouvelle activité. Et plus généralement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, on constate que les équipes font un constat que leur data engineer ou même leur data scientist passent potentiellement de plus en plus de temps à maintenir ces environnements et se concentrent finalement sur des tâches qui sont peu différenciantes pour l'entreprise et n'arrivent pas à déléguer assez de temps sur ce qui est le plus créateur de valeur, l'analyse de la donnée, la valorisation de la donnée à des fins business. Voyons maintenant comment le cloud peut répondre tout ou partiellement aux points qu'on a évoqués avant et quels sont nos conseils pour considérer une migration vers le cloud et en particulier le cloud AWS. Le point important qu'on essaie de signaler à nos clients lorsqu'on discute de ce sujet, c'est d'essayer d'éviter de faire ce qu'on appelle un lift and shift, donc de ne pas juste répliquer la même infrastructure sur le cloud, ne pas la prendre et aboutir exactement au même design à terme. On constate que dans ce cas-là, on a certains avantages de cloud qui s'opèrent, mais on n'arrive pas à tirer toute la valeur dont on pourrait bénéficier. Notre recommandation, inversement, c'est de déconstruire les workloads et d'utiliser le bon outil par rapport au bon cas d'usage. Alors déconstruire les workloads, ça peut paraître un petit peu angoissant, mais ce qu'on entend par là, c'est plutôt de découpler les différents applicatifs, d'essayer d'identifier leur courbe de charge et d'essayer de trouver en face le bon service, le bon outil, pour les exécuter le plus efficacement possible. Une des premières actions pour ça, c'est découpler le stockage des capacités de calcul. Et pour cela, Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, est réellement un facilitateur important. Il va vous permettre de poser vos données dans un environnement sécurisé à haute disponibilité et à haute durabilité, puis d'avoir différentes ressources de calcul qui viennent consommer cette donnée très dynamiquement. On rentrera dans les détails plus tard. Et enfin, le dernier point, c'est d'utiliser toute la gamme des services pour prendre en compte vos exigences de coût, vos exigences de scalabilité, vos exigences de volume, vos exigences de latence, et sur le compromis par rapport à ces différentes dimensions, obtenir le coût le plus optimisé possible par rapport à vos besoins. Donc si on prend le premier point, déconstruire, en tout cas découpler les applicatifs, on a souvent chez nos clients 4 grandes typologies de services ou d'activités. La première, c'est tous les traitements en mode batch. Donc, ce sont des traitements qu'on va effectuer quotidiennement, mensuellement, toutes les semaines, ou potentiellement jusqu'à toutes les heures, voire toutes les 15 minutes. Batch ou micro-batch, du coup. On va vous recommander d'utiliser 2 services pour cela. Amazon EMR, qui est un service de cluster Hadoop managé sur AWS qui fait tourner un certain nombre de frameworks, y compris certains frameworks qui sont très populaires en ce moment, comme Apache Spark. Ou AWS Glue, qui vous permettra de faire tourner des tâches ETL, des tâches de transformation de données, de chargement de données depuis ou vers le cloud. Sur le monde interactif, s'il faut faire des requêtes directement sur la donnée, notamment par exemple sur des dashboards pour les utilisateurs business, on vous recommandera d'utiliser préférablement 2 services, Amazon Redshift pour constituer un data warehouse,
c'est Amazon Data Warehouse, ou Amazon Athena, pour faire de la requête ad hoc directement sur Amazon S3. Enfin, Amazon EMR peut aussi être une solution si vous avez des besoins spécifiques, en utilisant notamment les frameworks Presto et Spark. Pour ce qui concerne le streaming de données, s'il s'agit de streamer des données en pseudo-temps réel, le cas classique c'est l'analyse de fraude ou l'analyse temps réel de flux de données, par exemple depuis un site web ou une application mobile. AWS fournit un certain nombre de services managés comme Amazon Kinesis pour gérer ses fils de messages et des services pour les analyser et les valoriser. Amazon Kinesis Analytics est un service managé qu'on vous recommandera par défaut s'il correspond à vos cas d'usage, qu'il est lui-même managé. Et Amazon EMR permettra d'implémenter des cas d'usage plus complexes grâce à Spark Streaming et Flink. Enfin, bien sûr, AWS fournit un nombre important de services sur le machine learning, qu'on peut quelque part classer en deux catégories principales pour les cas d'usage qu'on évoque ici. Des services Amazon AI, donc Amazon Artificial Intelligence, qui fournissent des modèles déjà pré-packagés, pré-entraînés sur différents cas d'usage. Par exemple, Amazon Recognition pour la reconnaissance d'images, Amazon Lex, Amazon Poly pour le traitement d'interaction en speech ou en texte, ou Amazon Comprehend pour l'analyse de données, l'analyse de sentiments. Enfin, selon vos besoins, vous pouvez aussi entraîner vos propres modèles et pour cela, vous pouvez utiliser Amazon SageMaker qui implémente un nombre important d'algorithmes et Amazon EMR si vous souhaitez utiliser SparkML. Si on zoome un petit peu sur les capacités de clustering Hadoop Spark sur AWS, Amazon EMR est un service qu'on va fortement utiliser. Pour le stockage associé à Amazon EMR, différentes options s'offrent à nous. Amazon S3, on l'a déjà évoqué pour le fichier plat en un sens. Mais Amazon EMR peut aussi bien travailler avec Amazon Redshift en tant que data warehouse, Amazon DynamoDB en tant que base NoSQL, Amazon Elasticsearch en tant que moteur d'indexation, Amazon Kinesis si vous souhaitez traiter du flux de messages, Amazon Elasticache avec les moteurs Memcached et Redis pour les moteurs de cache et Amazon RDS pour les bases de données transactionnelles. L'idée, à nouveau, est de découpler les différents cas d'usage et de voir quel est le stockage le plus adapté à votre besoin. Néanmoins, effectivement, Amazon S3 reste le stockage extrêmement majoritaire pour la plupart des cas d'usage qu'on voit avec nos clients. Alors pourquoi? Parce que c'est un élément de stockage qui est nativement supporté par un nombre important de frameworks Big Data, en tout cas les frameworks les plus populaires aujourd'hui, comme Spark, Presto, Hive, le supportent nativement. S3 va vous permettre de découpler la notion de stockage de la notion de calcul, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun cluster qui sera allumé pour maintenir S3. S3 est un service qui a stocké les données pour vous et vous ne paierez qu'à la donnée utilement stockée. Et au-dessus de cette couche de stockage, vous allez pouvoir lancer ces différents éléments de calcul. Par exemple, des clusters EMR transients, des clusters EMR qui ne sont pas allumés en permanence, mais qui sont juste lancés le temps d'exécution d'un job particulier, ou potentiellement d'autres clusters plus permanents ou en autoscaling, élastiques, si vous le souhaitez faire une approche interactive pour vos utilisateurs. S3 stocke les données nativement sur 3 zones de disponibilité, donc 3 groupements de data centers différents, et offre ainsi une durabilité à 11.9. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez 10 millions de fichiers, vous avez un risque d'en perdre un tous les 10 000 ans au maximum. Donc c'est une durabilité importante qui garantira aux data de vos entreprises d'être toujours disponibles et de ne pas être perdus. Vous ne payez pas pour l'application de ces données sur les 3 zones, c'est inclus un tarif des tiers de stockage standard d'Amazon S3. Enfin, S3 est sécurisé, il vous fournit du SSL et du chiffrement au repos avec différentes options de gestion des clés via un système de Key Management Service ou sur des clés directement apportées par le service. S3, par l'ampleur et l'échelle à laquelle il opère, offre aussi une échelle de coût extrêmement compétitive par rapport à ce qu'on pourrait faire soi-même, notamment en HDFS sur des serveurs ou sur des machines virtuelles sur Amazon. Alors, une question souvent qu'on a, effectivement, quand on propose à des architectes Big Data ou des data engineers de remplacer S3 par HDFS par S3, c'est quel est l'impact de performance et quelles sont nos recommandations pour utiliser S3. Notre recommandation, ça va être d'utiliser S3 comme élément de stockage, comme source de vérité du stockage sur la donnée. Et c'est là qu'on va laisser la donnée sur le long terme. Néanmoins, si vous avez des données qui sont fréquemment utilisées ou sur lesquelles vous itérez plusieurs fois au sein d'un job, il reste tout à fait pertinent d'utiliser HDFS. Ensuite, les données fréquemment utilisées mais sur lesquelles on itère peu pourront rester sur Amazon S3. Les données qui seront en mode standard, les données qui seront les plus faiblement utilisées ou qui seront peut-être lues une seule fois ou quelques fois
par an pourront aller dans une autre classe de stockage qui s'appelle Amazon S3 Standard Infrequent Access, qui est optimisée notamment en termes de coût sur le stockage. Enfin, Amazon Glacier vous fournira une option efficiente pour archiver les données. Query sur une base de données relationnelle sur Amazon RDS, typiquement une base de données MySQL, ou autre possibilité, sans doute plus simple et moins contraignante en termes d'opération, vous pouvez utiliser un service managé qui s'appelle AWS Glue, et notamment son service de data catalog qui est directement managé et qui est un Metastore compatible Hive. Lorsque vous stockez la donnée sur S3, il y aura des optimisations à faire, et voici ici quelques recommandations que nous pouvons vous faire. La première, c'est il est intéressant que vos données soient optimisées pour la lecture, et donc il est intéressant de les partitionner par rapport à des clés utiles dans vos requêtes ou vos analyses de données. Typiquement, nos clients partitionnent souvent les données par rapport à la date, donc par un pattern année, mois, jour, parce qu'il est fréquent qu'on sélectionne d'abord sur une profondeur avant de requêter les données. On va aussi essayer d'optimiser la taille des fichiers pour que les entrées-sorties soient efficaces vers Amazon S3. Il est intéressant d'éviter d'avoir des fichiers trop petits, et couramment, on va vous recommander d'avoir des fichiers d'au moins 100 MB, 128 MB pour un accès efficace. Plus les fichiers sont petits, plus les appels sur Amazon S3 seront, moins ils seront nombreux, et plus globalement ça sera efficace. Il est aussi intéressant de compresser la donnée pour minimiser la bande passante utilisée entre S3 et Amazon EC2. Amazon EC2 étant la brique de base qui est utilisée sur EMR pour faire tourner vos instances au sein du cluster. Donc plus la bande passante sera optimisée grâce à la compression, plus vous pourrez aller lire rapidement de la donnée. Il est aussi important de considérer l'usage de formats de compression découpables qui sont optimum pour l'accès séquentiel, l'accès sélectif à la donnée, ou aussi de considérer des formats orientés colonnes comme Parquet ou ERC qui ont une notion de pagination et de stockage par colonne qui les rend optimales. Faisons d'ailleurs un focus un petit peu sur ces formats de fichiers. Les formats orientés colonnes comme Parquet et ERC sont des formats compressés. Ils stockent aussi la donnée sous forme de colonnes, c'est-à-dire que ce ne sont pas les lignes successives qui sont mises les unes à côté des autres, ce sont les différentes entrées dans la même colonne de chacune des lignes qui sont colocalisées. L'intérêt, c'est que les taux de compression sont meilleurs, puisque des données des mêmes colonnes se ressemblent souvent, donc sont souvent mieux compressées. Et d'autre part, Parquet et ERC intègrent des headers ou des index qui permettent de rechercher sur disque la bonne colonne sur le bon range de façon la plus efficace. À côté de ça, on peut utiliser d'autres formats plus traditionnels, typiquement des formats orientés de ligne comme Avro, qui sont des formats compressés, mais qui orientés colonnes comme Parquet et ERC sont des formats compressés. Ils stockent aussi la donnée sous forme de colonnes, c'est-à-dire que ce ne sont pas les lignes successives qui sont mises les unes à côté des autres, ce sont les différentes entrées dans la même colonne de chacune des lignes qui sont colocalisées. L'intérêt, c'est que les taux de compression sont meilleurs, puisque des données des mêmes colonnes se ressemblent souvent, donc sont souvent mieux compressées. Et d'autre part, Parquet et ERC intègrent des headers ou des index qui permettent de rechercher sur disque la bonne colonne sur le bon range de façon la plus efficace. À côté de ça, on peut utiliser d'autres formats plus traditionnels, typiquement des formats orientés de ligne comme Avro, qui sont des formats compressés, mais qui vont être optimisés sur l'accès sur des lignes. Donc c'est très efficace quand on veut lire une ligne en entier, mais c'est les moins si on veut faire des agrégations basées sur une colonne, qui est souvent le cas d'usage sur le big data et l'analyse de données. De la même façon, texte, CSV, JSON peuvent être compressés ou non, et de la même façon vont stocker souvent les données sous forme de lignes. Et lorsque vous allez voir accéder à une ligne, ça sera efficace. Si vous avez besoin de faire une statistique sur une des colonnes, vous allez pouvoir parcourir l'ensemble des lignes. On a d'ailleurs un exemple. Si on fait une requête simple sur un fichier CSV de 15,9 Go, même une requête simple d'un type un count ou une moyenne sur une colonne va devoir scanner l'ensemble, on va devoir scanner l'ensemble de la donnée. Et pour cette raison-là, puisqu'on va scanner l'ensemble de la donnée, on va générer beaucoup d'entrées-sorties sur différentes machines du cluster et on va avoir des temps de réponse qui sont plutôt défavorables, autour de 36 secondes. On va aussi utiliser beaucoup de ressources au sein du cluster. Si on a préparé les données dans des formats optimisés comme Parquet, l'accès à un compte comme celui-ci ou un agrégat sur une colonne va pouvoir se faire en ne scannant que les données de la colonne.
et on arrive à des données scannées plus faibles, ici un tiers seulement, et des temps d'exécution beaucoup plus favorables. Donc à nouveau, on vous recommande, à l'arrivée des données, si elles ne sont pas déjà sur des formats optimisés, de passer une couche d'optimisation qui va être de préparer la donnée en la partitionnant, en la mettant sur des formats optimisés comme Parquet, et en s'assurant que la taille du fichier est couramment supérieure à 128 mégaoctets. Si on revient sur le Metastore Hive, donc la capacité à documenter les différentes données sur notre stockage S3, notamment les schémas associés aux tables et les différentes partitions constituant ces tables, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez les stocker sur Amazon Relational Database Service avec une base de données MySQL, mais on va maintenant vous recommander plutôt d'utiliser AWS Glue Data Catalog, donc un data catalog compatible Hive, qui est directement géré comme un service manager, qui offre des fonctionnalités supplémentaires, notamment des crawlers qui vont pouvoir détecter des nouvelles tables ou des nouvelles partitions au sein des tables existantes, et qui assure aussi une gestion du schéma et du versionning de vos tables. Le Glue Data Catalog a aussi la beauté d'être intégré avec les services AWS. Donc typiquement, si vous requêtez des données sur S3 depuis vos clusters EMR via Hive ou via Spark, vous pouvez, la création du cluster, définir d'utiliser ce Glue Data Catalog. Athena, qui est un autre service qui permet de requêter au format SQL des données déjà sur S3, utilise aussi le même Data Catalog. Donc ça va être le point pivot quelque part de la documentation des schémas sur votre data lake. Une fois que ces données sont prêtes, on va les valoriser sous différentes actions, et typiquement via un cluster EMR. Beaucoup de nos clients utilisent Spark pour analyser la donnée. Il est important peut-être de faire un focus aussi sur l'usage efficient de Spark, ou du cluster EMR par rapport à des clusters qu'on aurait connus on-premise. Sur EMR, vous allez connaître trois types d'instances principales. Vous allez avoir un master qui va coordonner le cluster, qui va être le point d'entrée de vos demandes. Et vous allez trouver deux autres types d'instances. Les instances dites core, ce sont des instances qui vont être conçues pour être allumées en permanence, sur lesquelles on va faire varier assez peu le nombre d'instances, notamment parce que ces instances core vont porter du stockage d'HDFS, et que tout changement du nombre d'instances core ou changement d'instance core va induire une resynchronisation du cluster, un rééchange de données et des entrées-sorties importantes. À côté de ça, on va mettre des instances de type task, des instances de tâches qui vont, elles, être prévues pour être redimensionnables. Ce sont des instances qui ne vont pas porter de stockage HDFS, mais sur lesquelles on va pouvoir jouer, notamment sur leur nombre, en fonction du besoin de la data science ou des utilisateurs de nos clusters. Vous allez pouvoir aussi, sur les instances task, utiliser les instances dites spot sur EC2. Les instances spot sont des instances fournies à coût de marché par rapport aux capacités non utilisées sur Amazon, sur AWS, pardon. Et ces instances spot sont couramment à 10% ou 20% du prix natif de l'instance en mode on-demand. Et sur un cluster MR, du coup, ce qu'on va faire, s'il n'est pas dit transient, donc s'il est par exemple affecté à des utilisateurs interactifs, on va suivre un certain nombre de métriques, typiquement des métriques issues de Yarn, de l'orchestrateur, pour détecter une surconsommation du cluster, générer une alerte, puis activer ce qu'on va appeler l'autoscaling, la capacité à rajouter dynamiquement des nouveaux nœuds de type task qui vont permettre de décharger le cluster et de garantir une performance, une qualité de service à vos utilisateurs, que ce soit des personnes qui font de la data visualisation et qui derrière utilisent le cluster, ou des personnes type data scientist qui travaillent sur typiquement des notebooks Jupyter. Donc si on revient à la courbe qu'on a vue en début de session d'un usage classique de la data entre le reporting quotidien, l'analytics régulier et le NoSQL ou le real-time qui sont permanents, on va considérer que toutes les tâches qui sont ponctuelles vont faire l'objet de clusters transients. On se prend plutôt des clusters à taille fixe, mais potentiellement sizés assez largement pour rendre le job le plus efficace possible. Donc par exemple, le daily reporting qui prenait 6 heures sur mon cluster de taille X dans mon environnement on-premise, peut-être que je le lancerai sur un cluster 2 ou 3 fois plus grand pour que la tâche prenne 3 heures ou 2 heures si je veux aller être plus efficace. Vu que sur AWS, les coûts sont facturés à l'heure d'usage des instances, ce n'est pas forcément un coût bien supplémentaire d'optimiser les tâches en leur donnant plus de puissance de calcul. Inversement, les tâches permanentes comme la base NoSQL ou le real-time nécessitent un cluster permanent. Et sur les clusters permanents, on va jouer sur l'élasticité qu'on vient d'évoquer pour rajouter plus ou moins de ressources en fonction des besoins,
en fonction des besoins de vos applications, en fonction des besoins de vos data scientists. Avant de vous laisser, il est important aussi pour nous de faire un focus sur la sécurité. Un certain nombre de points sont à considérer de votre côté sur la sécurité. AWS fournit des services qui permettent de complémenter votre data lake et d'assurer un niveau de sécurité important. AWS Identity and Access Management, IAM, va être le lieu où vous allez pouvoir déclarer différents utilisateurs sur AWS ou différents rôles adossés à une fédération d'identité et pouvoir définir qui a accès à quoi, tant sur le stockage sur S3 que sur le Metastore Hive managé par Glue. Vous allez pouvoir ainsi définir quelle personne a accès à quelle table et quelle personne a accès à quel fichier pour exécuter les requêtes sur ces tables. Amazon Cognito va être un autre système d'authentification que vous allez pouvoir utiliser pour vos applicatifs et notamment pour vos utilisateurs finaux qui, par exemple, viendraient consulter des applications via une application de dashboarding. Et Amazon CloudWatch et AWS CloudTrail vont vous fournir des métriques et des logs d'audit qui vont vous permettre de voir de la façon la plus transparente possible l'usage de vos data lakes, l'usage de la donnée et les différentes consultations. CloudTrail vous permettra notamment d'avoir une vision très claire des modifications qui ont lieu sur votre infrastructure et tous les mouvements qui peuvent avoir lieu sur votre stockage de données sur S3. Vous pouvez aussi, via CloudTrail, alarmer si vous détectez des patterns d'accès non souhaités. AWS Key Management Service est un service certifié FIPS 140-2 niveau 2 qui vous permet de gérer des clés de chiffrement. Vous allez pouvoir, sur votre stockage S3, chiffrer vos données via l'algorithme AES 256 avec potentiellement une clé sur l'ensemble de data lake ou avec une segmentation plus fine pour assurer une protection des données selon par exemple les business units, les corps de métier ou une segmentation qui reste de votre choix. AWS Directory Service vous permettra de fédérer l'identité, notamment avec votre Active Directory vers l'accès à ces services. Et les Access Logs AWS S3 complémenteront les logs CloudTrail si vous voulez avoir la visibilité sur les accès à vos données S3. Des services aussi à valeur ajoutée basés sur machine learning peuvent complémenter votre data lake. Amazon Messi est un service basé sur le machine learning qui a pour objectif de régulièrement scruter les données automatiquement sur vos buckets et vous alerter en cas de présence non prévue de données personnelles et notamment vous garantir que vous n'avez pas de données non souhaitées sur le data lake qui vous mettraient en risque vis-à-vis des régulations type GDPR. Les clusters EMR fournit lui-même des logs et fournit les mécanismes classiques du monde Hadoop pour accéder à ces logs. Yarn fournit un nombre important de métriques sur l'utilisation du cluster et l'ensemble des logs d'application sont automatiquement remontés par Amazon EMR vers Amazon S3 pour pouvoir investiguer le comportement applicatif, même si ces applications ont été lancées sur des clusters transients. C'est-à-dire que tout cluster transient va générer des logs qui seront archivés sur S3 et bien après la destruction d'un cluster transient, vous pourrez récupérer les logs. Enfin, Apache Ranger, qui est une solution de sécurité qui permet de configurer et régler les accès, les différents rôles d'accès sur les clusters Hadoop, est aussi bien sûr disponible. Je vous remercie pour votre attention pour ce webinaire d'aujourd'hui. J'espère que les informations qu'on vous a fournies vous satisferont et vous permettront d'avancer dans la réflexion sur une éventuelle migration vers le cloud. Nous restons à votre disposition pour en dire plus. Et je vous remercie du coup de votre attention. Bonne journée, au revoir.